Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 31 mai 2026. Aujourd'hui, on fait c'est un Web Journal de bilan. Souvent, on annonce des choses dans les web journaux, on fait des analyses qui semblent complètement invraisemblables, et puis finalement, avec le temps, ça se confirme. Et c'est pas ici un web journal où est-ce qu'on va juste se péter les bretelles, comme on dit au Québec, là. C'est juste que, à force de... c'est un web journal de méthode, c'est un web journal méthodologique, c'est-à-dire qu'à force de voir les patterns, là, il faut les montrer, les patterns. C'est de l'éducation populaire, on l'a déjà dit à Radio-Québec, c'est pas juste de l'analyse. Et on apprend à nos auditeurs à pêcher plutôt que leur donner du poisson. Et donc, donnez-moi un thumbs up là, pour le son et l'image. Mais donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va voir, encore une fois, on est toujours dans le fait de montrer les régularités et tout ça. Et donc, on va voir ça dans ce web journal-ci. Là, c'est Mark Carney, finalement, qui a apparemment fait volte-face. Alors que Mark Carney était genre l'ennemi numéro un des États-Unis, nous avait dit aussi Promethean Action. Promethean Action, il y a comme un mois, lorsqu'il avait nommé la gouverneure générale, Louise Arbour, je les aime les deux filles, mais je vais quand même faire une petite pointe, là. Nous avait dit, genre, c'était une déclaration de guerre, l'Empire britannique se rebellait contre les États-Unis, Carney, tout ça, puis là, maintenant, elles font volte-face. Le truc, c'est qu'à Radio-Québec, on fait des analyses où est-ce qu'on n'a jamais besoin de faire volte-face. On fait juste comme attendre un peu, on a l'air ridicule peut-être pour certains auditeurs pendant un certain temps. Les gens décrochent à intervalles réguliers quand on a dit que la COVID, c'était juste un rhume. Je l'ai déjà dit, ça. Les gens ont dit, cette fois-ci, Alexis, on ne te suit plus. Là. Tu as complètement viré. Après ça, continuité de gouvernement, Alexis, non, cette fois-ci, tu es complètement... Puis finalement, avec le temps, ça se valide. Là, sur Mark Carney, j'en ai parlé... il y a justement, quand il a changé la gouverneure générale, il a nommé Louise Arbour. J'en ai parlé, j'ai réexpliqué le web journal que j'avais fait il y a un an quand Mark Carney est arrivé, où est-ce que j'avais dit qu'il avait été sélectionné par Trump. Trudeau avait été tassé à Mar-a-Lago, après la rencontre de Mar-a-Lago. Poilievre avait été tassé. Trump avait eu une approche d'ingénierie sociale avec nous allons annexer le Canada. Et puis là, Carney est devenu le capitaine Canada. Tout le monde s'est rallié à lui. C'est ce que Trump voulait. Parce que Carney allait être le négociateur en chef. Il voulait négocier avec Carney parce que Carney est un pragmatique et que Trump est capable de tourner les gens. Et on va voir dans ce web journal-ci, encore une fois, comment Trump retourne les gens. Et c'est ce que j'appelle ici, dans le point 2, ici, la main invisible, comprendre le concept. C'est-à-dire que si on ne comprend pas la main invisible, on ne comprend pas les fausses chicanes, on ne comprend pas pourquoi... certains se retournent et finalement, ça revient à l'avantage de Trump, etc. Donc, encore une fois, on va parler d'événements de l'actualité, mais encore une fois, c'est pour comprendre de façon systématique. C'est ce qu'on essaie de façon littéralement scientifique. N'oubliez pas, on est le centre d'études trumpiennes, de comprendre de façon scientifique comment il opère. Et ça ici, la main invisible, c'est un concept qui a échappé à Promethean Action. Donc, encore une fois, j'adore ce qu'elles font. C'est pas du Promethean Action bashing. Je les repartage. Et puis, il y a plusieurs personnes qui traduisent maintenant leur truc. Et elles ont tout à gagner à être connues. Mais ce concept-là de la main invisible est important. Et c'est un concept qui vient peut-être, qui nous a été soufflé à l'oreille un peu par Q, on pourrait dire, mais on n'a plus besoin encore une fois, là, c'est-à-dire on n'a plus besoin de Q pour raisonner. On le voit maintenant, on voit les patterns, etc., on voit la modélisation, puis on est capable mais ça a été initialement soufflé à l'oreille par les acteurs et tout ça. Et donc, c'est ça, Carney vire capot. C'est ce que tout le monde dit. Il est allé au Club économique de New York cette semaine et il a annoncé finalement que le Canada était prêt à rendre à l'Amérique sa grandeur. Make America great again. Il a littéralement dit ça et ça a fait un scandale. Je vous montre, en fait, on en a parlé à la télévision, tout le monde est scandalisé. Que Carney, qui était censé être capitaine Canada, le plus ardent ennemi des États-Unis, qui faisait tout pour faire en sorte que le Canada devienne l'Ukraine
des États-Unis, c'est-à-dire le pays hostile à la frontière, là, comme si une telle chose était possible, comme si une telle chose était possible politiquement, comme si une telle chose était possible économiquement, etc., etc. Tu sais, le Canada n'a pas la colonne vertébrale pour s'opposer aux États-Unis comme le faisait Mark Carney. C'était bien évident. Encore une fois, c'est ce que j'ai répondu aussi à Promethean Action il y a un mois quand elle disait ça, que c'était une déclaration de guerre. Je dis le Canada n'a aucune capacité de déclarer, contrairement à l'Ukraine qui avait été les États-Unis avaient injecté des milliards en Ukraine. L'armée avait été gonflée. Il y avait des néo-nazis. Ils étaient prêts à la guerre, etc. Le Canada, c'est pas du tout ça, là. C'est put. C'est ce qu'on avance avec notre petit hors-bord, là. Put. On n'a pas de porte-avions, là. OK? Et donc, c'est ça. Tout ça pour dire, je vous montre, en fait, on en parle aux nouvelles. C'est ça que Carney qui est allé au Club économique de New York dire qu'il veut rendre à l'Amérique sa grandeur. Devant le gratin économique new-yorkais, Mark Carney reprend un slogan du président Trump. Canada Strong will help make America great again. Un Canada fort peut aider à rendre à l'Amérique sa grandeur, affirme-t-il. Établir un nouveau partenariat qui redéfinira la relation économique entre nos deux pays. Un nouveau partenariat. Donc, c'est pas 51e État, c'est un nouveau partenariat. Ça va aller beaucoup plus loin que juste un truc économique. Donc, c'est à peu près la... Si on se fie à ce qu'il est allé dire à New York, ça représente pas mal la position de Radio-Québec. N'en déplaise à mes détracteurs, encore une fois, ça c'était un commentaire sous Rumble. J'aime ça des fois, faire ça, là, tu sais. Donc, Jack 1519, on dirait que tu es devenu une parodie, Alexis, car tes commentaires nous donnaient espoir, sauf que là, avec le château de cartes qui est en train de tomber du côté de Trump, ton émission est rendue une dissonance cognitive. Venir dire que la charogne à Chooney est du côté de Trump, ça touche le fond du baril, bye. Le gars, il claque la porte. Mais encore une fois, je suis désolé pour Jack, là, mais c'est comme... On fait des analyses qui sont sans parti pris, que ce soit le Canada, que ce soit à Gaza, on n'a pas de parti pris, que ce soit avec l'Arabie saoudite, dans le conflit avec l'Iran, on n'a juste pas de parti pris. On est juste comme... je veux dire, on n'a pas de parti pris. On essaie de faire l'analyse la plus juste au-delà des émotions. C'est ce que les gens n'ont pas. Les gens, tu vois, lui ici, il déteste Carney. Et donc, étant donné qu'il déteste Carney, il n'est pas capable de... Il aime Trump, il déteste Carney, il aime Trump. Quand on fait la jonction entre les deux, ça disjoncte. Les gens qui détestent l'Iran, quand je dis qu'il n'y aura pas de changement de régime, ça disjoncte. Quand les gens qui détestent Israël, quand je dis qu'Israël ne disparaîtra pas puis qu'on s'en va vers la paix, ça disjoncte. Fait que c'est toujours une question de pathos, encore une fois, d'attente et d'investissement émotif trop élevé. Alors qu'ici, à Radio-Québec, on fait, pas moi, là, on fait de l'analyse avec très peu d'émotion, d'émotivité. C'est de l'analyse, c'est presque de l'intelligence artificielle, là. Éventuellement, je pourrais remplacer par... peut-être qu'on pourrait me rajeunir un peu, là. J'ai couru hier, hein. J'ai essayé de courir un peu pour enlever comme de la rétention d'eau, du sel, là. Ça paraît un petit peu mieux. Bon, voilà. Donc, mais c'est ça. Et finalement, Carney, Carney rejoint la position du Canada. Allons-y tout de suite. Et imaginez tous ceux qui ont voté pour Carney pour tenir tête à Donald Trump. Là, elbows up, c'était les coudes en l'air. C'était comme c'était le slogan de tous ceux qui votaient Carney. Il y a un an, il était censé tenir tête aux États-Unis, mais là, comme je l'ai expliqué, comme je l'ai expliqué encore une fois il y a un mois, la position, c'est important de comprendre ça, hein, parce que, c'est-à-dire, il y a Carney, il y a Blair, il y en a plusieurs, il faut comprendre le concept de main invisible que j'ai expliqué un peu dans Le Magicien et aussi dans L'Épée de Damoclès. On expliquait dans Le Magicien comment il faisait apparaître, disparaître des politiciens, il claquait des doigts, puis les choses se passaient. C'est pas claquer des doigts, là, mais comment il opérait en coulisses. Même chose avec l'Épée de Damoclès. Il y avait une épée de Damoclès au-dessus de certains leaders européens, puis il était capable d'influencer les choses, mais c'est toujours très subtil. C'est en coulisses, c'est jamais fait de façon très ouverte. Et c'est pour ça que certains analystes ont de la difficulté à l'appréhender, parce que je l'ai déjà expliqué, c'est un élément de cognition subtil. Il y a des éléments de cognition
perceptuelle, évidente, c'est comme genre des déclarations, etc. Puis il y a un niveau de cognition où est-ce que tu peux l'atteindre en regardant les régularités, c'est-à-dire tu vois le schéma, tu es capable de relier les points puis faire comme voir le schéma, tu vois. C'est pas de l'imagination, c'est que tu vois le schéma une fois, puis après ça, tu es capable de... Ça sort de l'imagination ou de la pensée créative quand tu es capable de reproduire le schéma. Okay? C'est-à-dire, si tu le vois juste une fois, c'est ça, tu peux dire que c'est comme voir une forme dans un nuage. Mais si c'est reproductible, eh bien, ça devient de la science. C'est-à-dire, c'est mesurable, reproductible, et on peut utiliser ça. Et c'est ce qu'on essaie de montrer à Radio-Québec. Puis il y a donc 2 niveaux de cognition, puis il y a un 3e niveau de cognition, un niveau de cognition que tu peux atteindre seulement dans des états de conscience altérés. Comme dans des états de transe, etc. Tu peux atteindre, il y a de la cognition que tu peux atteindre, des éléments, des objets de connaissance, des perceptions que tu peux avoir seulement dans des états de conscience altérés. Donc, c'est 3 niveaux de cognition. Je l'ai déjà expliqué ça. Donc, c'est ça, Carney qui dit qu'il veut rendre à l'Amérique sa grandeur. Voyage à New York, Carney, un Canada fort contribue à rendre à l'Amérique sa grandeur. C'est sur toutes les nouvelles. Là. Il parle aussi de faire une forteresse America, là, une forteresse nord-américaine. Donc, et oubliez pas ce que j'ai expliqué la dernière fois, il a autorisé le Canada à entrer dans les discussions pour le Dôme d'or, là, le Golden Dome de Trump, etc. Ici, on en parle ici. Carney serait-il devenu un adepte du mouvement MAGA, nous dit Richard Etu, l'ineffable Richard Etu. Ça a fait beaucoup jaser. Promethean Action, encore une fois, je le dis, a commenté là-dessus. Il dit donc que Mark Carney et Tony Blair viennent de commencer à sonner exactement comme Donald Trump. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une reddition. Donc, eux disent que Carney et Trump rendent les armes. Et donc, c'est comme s'il y a un mois, Carney déclare la guerre, puis un mois plus tard, il rend les armes. Ça fait un peu bizarre. On peut adhérer à ça. C'est une position moindre, un peu moins compliquée que celle de Radio-Québec, mais la nôtre, c'est que, encore une fois, en ayant une vision synoptique et du timing et du cui bono, ça nous amène à penser que Carney a été sélectionné pour ce travail-là et que ce qu'il faisait quand il disait, par exemple, qu'il allait mener un cabinet de guerre pour contrer les menaces américaines, il manœuvrait le Canada dans un coin afin d'affaiblir sa position de négociation. Ça, je l'ai déjà expliqué. Il rassure ses troupes, là, c'est des choses que tu dis pour tes troupes. Et ça, encore une fois... Par exemple, avec la guerre en Iran, il y a beaucoup d'Européens qui ne saisissent pas les différents niveaux de langage. Il y a des choses que Trump dit, que Pete Hegseth dit, qui sont dirigées seulement au public américain. Il faut être capable de... Et c'est ça le discernement, c'est-à-dire être capable de savoir quand un politicien parle à son monde et quand il fait des déclarations qui visent l'Iran, que l'Iran doit écouter, et quand il fait des déclarations qui sont comme pour la presse ou pour l'opinion internationale. C'est la même chose avec l'Iran, donc il y a différentes façons de parler, c'est-à-dire il faut être capable de savoir à qui il s'adresse. Hein? Donc, j'avais un autre exemple, mais il m'est sorti de... J'ai oublié Je l'ai oublié. Donc, je n'avais pas Mark Carney en train de dire aux Américains « Make America Great Again » sur ma carte de bingo. Là, il y a comme des dizaines et des dizaines de posts, là, de tweets de personnes qui n'en reviennent tout simplement pas de la volte-face de Mark Carney. Attendez quoi? La girouette Carney dit que nous devons rompre notre relation avec les États-Unis. C'est ça qu'il disait, rappelez-vous, à Davos. C'était genre, notre relation avec les États-Unis est terminée. Et ça, c'était il y a quelques mois. Il y a un mois, il nommait Louise Arbour, c'était supposé être la guerre avec les États-Unis. Et là, tout d'un coup, c'est la volte-face. Non, ce n'est pas la volte-face, encore une fois. Ça va exactement dans le sens de ce qu'on expliquait depuis le début sur Mark Carney. Sauf que l'objectif final de tout ça, pour terminer avec ça, l'objectif final de tout ça, c'est que
la relation avec le Canada est amenée à être beaucoup plus approfondie que ce qu'elle est actuellement. Et il faut, d'une certaine façon, affaiblir l'arrogance et la position dure de négociation du Canada. Il faut assouplir le Canada, tu sais, comme quand la Russie veut détruire le matériel humain de l'Ukraine pour une génération, pour pas avoir à... Tu sais, quand je disais que la force militaire égale de la puissance diplomatique, donc en affaiblissant, en réduisant le matériel humain en Ukraine, ils sont capables de s'assurer que pendant une génération, il n'y aura plus de guerre après, ils n'auront plus le matériel humain pour mener la guerre, mais ils affaiblissent le potentiel militaire de l'Ukraine et de l'OTAN pour avoir un potentiel diplomatique, avoir un ascendant diplomatique, mais c'est la même chose avec le Canada. Donc, il faut affaiblir beaucoup la position diplomatique du Canada pour pouvoir aller en profondeur dans un nouveau partenariat, comme le dit Mark Carney. Présentement, ce n'est pas possible au Canada. Ce que Trump veut, ce n'est pas le 51e État, encore une fois, là, mais ce que Trump veut comme alliance avec le Canada, ce n'est pas possible avec l'arrogance des Canadiens et puis le sentiment de supériorité, etc., etc. Et donc, il faut vraiment être... que le Canada soit comme en position de faiblesse. Ceux qui détestent Trump s'en plaindront, mais ceux qui sont comme favorables à une intégration plus en profondeur avec les États-Unis s'en réjouiront. Parce que malgré quelques années difficiles, après ça, l'intégration va être plus... comment je pourrais dire va être plus profonde et plus complète avec les États-Unis sans qu'on soit nécessairement le 51e État. Et donc, vous voyez, donc c'est ça, le Canada, c'est ça que je dis, c'est intégration accrue avec le Canada, mais pas avec le Mexique. Et c'est pour ça que les États-Unis négocient présentement avec le Mexique sans le Canada sur la renégociation de l'accord de libre-échange. Les États-Unis et le Mexique prévoient 3 cycles de négociation commerciale sans le Canada. C'est parce que le Canada, ça va beaucoup plus loin que juste l'intégration commerciale, encore une fois. Le Mexique négocie seul avec les États-Unis sur l'ASEAN. Ça fait peur, dit Antoine Robitaille. Avec le Mexique, c'est presque exclusivement économique. Il y a peut-être des trucs aussi, question de sécurité avec les cartels, mais avec le Canada, c'est une intégration plus poussée, avec l'accès au Grand Nord, l'accès au passage du Nord dans l'Arctique, etc., probablement de l'installation de bases américaines et une certaine ouverture des frontières, peut-être aussi, là, comme genre une espèce d'espace Schengen, peut-être, avec le Canada, mais certainement pas avec le Mexique. Pourquoi avec le Canada, pas avec le Mexique? Parce que ça a été expliqué dans le National Security Strategy qu'on a mentionné. C'est-à-dire qu'il y a le Canada fait partie de la civilisation européenne. Ils ont des traditions historiques avec le Canada qui ne sont pas les mêmes qu'avec le Mexique. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental et les valeurs européennes, etc. Il y a plus de ça au Canada que ça n'existe au Mexique. Et donc, ce que Carney a fait pendant plusieurs années, je le répète encore une fois, c'est d'une certaine façon faire du Canada l'Ukraine des USA, en antagonisant les Américains, etc. Il savait très bien qu'en antagonisant Donald Trump, que ça ne fonctionnait pas. Hein, c'est-à-dire, donc, quand tu nommes un cabinet de guerre, c'est un peu comme quand Doug Ford fait jouer des publicités anti-américaine lors du Super Bowl. Est-ce que ça s'est bien passé? Non, il a antagonisé les USA et les USA ont coupé les négociations avec le Canada. Donc, quand on s'attaque de façon frontale, comme le fait Doug Ford et comme le fait Mark Carney aux États-Unis, les négociations, comment je peux dire, la position de négociation du Canada se complique. Et c'était exactement ça l'objectif. D'autant plus que maintenant, le Canada est... on apprenait, genre, je pense que c'est jeudi ou vendredi, que le Canada était entré en récession. Je pense que c'est vendredi. Le Canada entre en récession technique, le seul pays du G7 qui entre en récession. Canada slips into technical recession as economy stalls in Q1, selon Statistique Canada. Donc, je pense que pour une récession, ça prend deux semestres consécutifs sans croissance ou en croissance négative. Et là, imagine, donc on est rentré en récession, on est le seul pays qui est entré en récession. Et ça, c'est malgré Mark Carney qui était censé être le sauveur. Donc, notre position politique face aux États-Unis est catastrophique. On a antagonisé les États-Unis.
et notre position économique s'est affaiblie. Et ça, c'est malgré le fait que, comme je l'expliquais la dernière fois, le Canada pompe des milliards, des dizaines de milliards de dollars pour soutenir l'économie, c'est-à-dire on s'endette, on met de l'argent sur la dette, on s'endette, là. On empire notre situation économique pour pouvoir soutenir l'industrie. Et même avec ça, il n'y a pas de croissance, on a de la décroissance. Donc, on entre en récession. Donc, tout ça, c'est voulu. Ça affaiblit la position du Canada afin qu'on soit acculé dans un coin lors des négociations avec les États-Unis et que Mark Carney doive se retourner devant son cabinet et devant les membres du Parti libéral en disant « Nous n'avons pas le choix et nous devons accepter ça, ça, ça et ça ». Et c'est pour ça qu'il est allé aux États-Unis en disant « Là, cette fois-ci, nous allons rendre aux États-Unis sa grandeur. » Voilà. Donc, encore une fois, si vous regardez le principe de vision synoptique, timing et cui bono, on comprend que Mark Carney fait le jeu de Trump. Et là, même si les gens disent non, 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 Alexis, il ne fait pas le jeu de Trump, c'est pas possible parce que si, parce que ça, etc. Au résultat, le résultat final, même si Mark Carney le fait inconsciemment, le résultat final, c'est que ça avantage Trump qu'on est en train de perdre la game, comme on dit. Hein? On est en train de perdre... Alors que, normalement, quand tu as un partenaire comme les États-Unis, tu fais un peu comme le Mexique, c'est-à-dire tu t'arranges pour être gentil et bien négocier, à harmoniser. Quand tu es dans une négociation économique de profondeur comme ça, tu n'antagonises pas ton partenaire de négociation. Tu t'en vas pas en Chine pour parler de nouvel ordre mondial et signer des ententes de sécurité, etc., qui font juste radicaliser la position des États-Unis. Tu fais pas ça. Tu fais comme le Mexique, tu files doux. Tu essaies d'être gentil, tu t'envoies des cadeaux, tu essaies d'arrêter. Tout le monde sait ça, c'est de la diplomatie de base. Tu ne fais pas quand tu es en négociation, tu n'antagonises pas ton partenaire de négociation. Alors, c'est ce que Carney a fait et donc tout ça colle avec ce que j'ai expliqué dans La fin du Canada, c'est-à-dire ce que j'explique depuis le début. Donc voilà, donc c'est juste ça, une confirmation. Et Carney qui agit exactement comme, vous voyez. Donc, rappelez-vous la séquence. Trudeau va à Mar-a-Lago, démissionne 2 semaines plus tard. Carney le remplace. Trump s'arrange pour manœuvrer pour que Carney soit là, que Carney soit le candidat. Carney, au début, se présente comme un se fait élire dans une position Trump, anti-trumpienne, et finalement va à New York dire nous allons rendre aux États-Unis sa grandeur, etc., etc. Donc, c'est un peu, voyez, c'est ce que j'expliquais dans Le Magicien, qu'il peut tasser des personnes et puis mettre d'autres personnes, et puis c'est un peu comme... et là, ça nous amène aux différents niveaux de langage et c'est un peu, comment je pourrais dire, les protocoles de gestion de la perception d'ingénierie sociale en politique. Il y a, comme le disait justement Promethean Action, je ne l'ai pas ici, comme le disait justement Promethean Action, Carney et Tony Blair commencent à sonner exactement comme Trump. Et donc, Tony Blair qui était un des piliers du net zéro. Tu sais, le net zéro, là, le zéro carbone, le truc climatique. Hein, donc, en 2007, Tony Blair qui a mis en branle le net zéro en Angleterre, eh bien là, il fait volte-face et il annonce que c'est beaucoup trop d'argent dépensé, c'est en train de ruiner l'économie, etc. Je vous montre Blair qui dit que le net zéro, c'est terminé. Taxes are too high for working people, and some of the things we're spending money on, I think we've got to change. So I particularly identify the very large sum of money we're spending on net zero, which I just don't think is the right priority for the country now. Le net zéro, ce n'est pas la priorité pour l'Angleterre maintenant. On dépense trop d'argent là-dessus. Or, Tony Blair, c'est un mondialiste. Encore une fois, les gens vont dire, oui, c'est le boucher de l'Irak. Il a envoyé des troupes là-bas. Il y a comme énormément de trucs à dire sur Tony Blair. Tony Blair, c'est un agent américain. C'est une ressource de la CIA. Vous pouvez voir dans le film ici The Ghost Rider. Si les gens ont vu The Ghost Rider, un film de Roman Polanski avec, comment il s'appelle, Pierce Brosnan et l'autre, là, Obi-Wan Kenobi, j'oublie toujours son nom. Whatever. je connais son nom, là, mais ça me...
En ondes, c'est toujours comme ça. Et donc, dans ce film-là, justement, on pourrait dire, c'est comme une allégorie pour la carrière de Tony Blair, hein, il découvre Ian, en tout cas, whatever, découvre qu'il doit écrire un livre, il doit écrire la biographie d'un politicien anglais. Il découvre finalement que ce politicien anglais était une taupe de la CIA. Et finalement, c'est ça, c'est une allégorie pour la vie de Tony Blair. Tony Blair, qui est une taupe de la CIA, qui a accompagné George Bush dans la guerre en Irak. C'était un des seuls pays qui a, lors de 2003, là, lors de la deuxième guerre d'Irak, c'est un des seuls pays qui y est allé. Parce que c'est une ressource de la CIA. Et là, encore une fois, c'est ça, net zéro et tout, tous les trucs mondialistes, les trucs, il était comme pour l'immigration de masse et tout. Et là, il a comme changé son discours. Il est maintenant anti-net zéro. Trump l'a nommé sur le Board of Peace. Là, quand j'ai vu ça, Blair sur le Board of Peace, qu'est-ce que Trump fait? Là? Ben là, c'est ça, c'est qu'il l'a retourné. Il l'a retourné. Et maintenant, c'est ça, il est sur le Board of Peace. Donc, c'est une ressource, encore une fois, c'est une ressource de la CIA. On peut l'utiliser comme on veut. Et là, il le met sur le Board of Peace, c'est-à-dire qu'il a tout le prestige d'être un ancien premier ministre anglais. Et... mais il fait essentiellement le jeu de Donald Trump. Et donc, ça accompagne aussi, par exemple, ici, vous avez pourquoi l'abandon, ça c'est cette semaine encore une fois, pourquoi l'abandon du scénario climatique le plus extrême ne remet pas en cause la gravité du réchauffement climatique. Le GIEC qui a abandonné le scénario le plus extrême sur les prévisions climatiques. Mais là, tout le monde est panique. Non, c'est pas si pire que ça. Mais encore une fois, on voit le truc du climat. Je l'avais expliqué dans le web journal où j'avais parlé de Carney. Ah, c'est ça. J'ai oublié de mettre ça là. Stephen Guilbeault qui démissionne. Il y a un mois, quand j'ai fait le web journal sur Carney, je disais que Carney, le Canada sortait des trucs climatiques et que c'était une indication que Carney faisait le travail de Donald Trump. Là, cette semaine, on a Stephen Guilbeault, le radical du climat. Je m'excuse, je sais que quand je clique, ça... Vous entendez dans le micro. L'ancien ministre Stephen Guilbeault, là, il a démissionné parce que c'était justement le ministre des... Je ne sais pas c'était quoi sa fonction dans le cabinet Carney exactement, là, mais sous Trudeau, c'était le ministre radical du climat. Toutes les initiatives folles sur le climat, ça venait de lui. C'est un ancien de Greenpeace. Et cette semaine, il a démissionné parce que il trouve que Carney n'en fait pas assez sur le climat. Ouais. D'où est-ce que ça vient, ça, que Carney n'en fait pas assez sur le climat? Est-ce que vous pensez que Carney est réellement contrôlé encore par le Forum économique mondial et Klaus Schwab, etc., puis que les mondialistes... Non, c'est que, encore une fois, et ça date de avant la nomination d'Arbour. C'est-à-dire que j'expliquais ça, la volte-face de Carney sur le climat, sur l'immigration, sur plusieurs points comme ça. Ça datait sur le Dôme d'Or, l'intégration militaire avec les États-Unis. C'est des trucs dont on n'entend pas parler, mais qui se faisaient en sous-main et qui dataient de l'année dernière. Pas beaucoup. Donc, Carney plaçait déjà des trucs pro-Trump l'année dernière. Et là, maintenant, c'est Tony Blair qui embarque, le GIEC qui abandonne son scénario catastrophique. C'est comme la même chose avec Larry Fink de BlackRock. On me reproche beaucoup de... Là, tu dis que Larry Fink, que BlackRock s'est rendu les gentils. Non, je ne dis pas que BlackRock s'est rendu les gentils, mais Trump a cette façon de prendre quelqu'un et de le faire plier, pas de façon trop évidente. Comme Tony Blair, c'est pas évident. Encore une fois, il faut le déduire, il faut le comprendre de façon subtile, mais il est capable de faire... Il fait plier Larry Fink. Larry Fink, qui lui a permis, c'est un ami de Trump, une connaissance, et il lui a permis de racheter le canal du Panama à la Chine. Rappelez-vous, quand j'ai expliqué comment BlackRock avait été essentiel, instrumental, ça c'est en anglais, je pense, ça avait été utilisé pour... racheter de la Chine le canal de Panama, ce que Trump voulait. Et après ça, Larry Fink a été nommé vice-président du Forum économique mondial. Là, tout le monde... Puis là, j'avais expliqué à l'époque qu'en faisant ça, Trump allait pouvoir influencer le Forum économique mondial dans la bonne direction et faire plier le Forum économique mondial et que Trump n'était pas un destructeur, mais plutôt un constructeur, quelqu'un qui agit en coulisses, qui ne veut pas détruire les institutions, mais plutôt les retourner à son avantage. J'avais tout expliqué ça. Si vous êtes des auditeurs assidus de Radio-Québec, vous vous en rappelez. Et là, lors du dernier Forum économique mondial, je pense que c'était en janvier ou début février, c'est ça a été le tournant
patriote du Forum économique mondial. Tout le monde on avait fait un web journal là-dessus où est-ce qu'on expliquait que les gens disaient, arrivaient à la conclusion que c'était terminé le mondialisme, qu'on retournait vers un monde de frontières, etc., etc. Encore une fois, sous l'impulsion de Larry Fink et de Trump en coulisses. Et Larry Fink qui annonçait cette semaine que Trump avait relu ses hypothèses sur la crypto, mais que maintenant la crypto, c'est pas un mauvais actif et qu'il y a un rôle pour la crypto et que de la même façon qu'il y a un rôle pour l'or, donc BlackRock qui n'aimait pas la crypto, qui combattait la crypto, là maintenant qu'il y a un truc pro-crypto, encore une fois, une volte-face pro-crypto, bizarrement, exactement comme le directeur de la Fed, Welch, qui est pro-crypto. Et vous voyez, encore une fois, ça vient, c'est une impulsion trumpienne, ça. C'est-à-dire, et ça ne va pas dans le sens des banques centrales, la crypto, du contrôle des monnaies. La crypto, c'est des échanges qui sont très difficilement contrôlables. Okay? On peut traverser les frontières avec une clé USB qui a comme 5 milliards de dollars sur la clé USB, etc., etc. Et donc, ça ne va pas dans le sens du contrôle financier. Rappelons aussi au sujet du contrôle financier que Trump avait refuser la création d'une monnaie digitale, un dollar digital, là, Central Bank Digital Currency. Ça avait été interdit par l'administration Trump. Ça a été le projet des banques centrales d'une monnaie digitale avait été torpillé par Trump. Donc, plus de liberté financière, moins de contrôle. Le Central Bank Digital Currency, c'est l'outil de contrôle absolu. Hein, ça veut dire, avec ça, on peut déterminer, genre, ben là, tu as dépensé ton quota en essence, pour ou en électricité, en énergie. Ton quota d'énergie a été atteint. Là, il faut que tu dépenses sur des vêtements. Là. Donc, c'est un outil de contrôle. Et j'avais montré aussi, quand j'avais parlé de Central Bank Digital Currency, que l'Europe n'arrêtait pas de repousser sa date, encore une fois, probablement sous l'impulsion de Trump. Donc, vous voyez, comme, encore une fois, retournement de Larry Fink, le Forum économique mondial qui se retourne, retournement sur la crypto qui va dans le sens de la nomination du nouveau directeur de la Fed, etc., etc. Et donc, mais ça se fait doucement, ça se fait comme de façon... Il faut porter attention et le voir. Et de la même façon qu'on avait retiré l'ancien roi Ben Salman, et on avait, ou Salman, le roi Salman, on avait mis le 7e fils, un réformateur. Hein. Trump était allé en Arabie Saoudite. Et 3 semaines plus tard, le roi abdiquait, mettait son fils réformateur à la tête du pays, donc il a donné plus de droits aux femmes, genre le droit de conduire, etc., etc. Il y a eu plusieurs assouplissements au niveau de la loi islamique là-bas et qui est un allié de Trump. Donc, Trump a choisi c'est un peu comme Carney, hein? Donc, donc, ça, c'est pour Blair et pour Larry Fink. Maintenant, la semaine dernière, je parlais justement du fait que Massey démissionnait. En fin de Web Journal, on disait « Massey a démissionné. » Je disais que non, c'est un peu comme Obi-Wan Kenobi, il va revenir plus fort, c'est-à-dire il obtient maintenant sa liberté d'expression. Et au début de la semaine, on entendait justement exactement ça, c'est-à-dire que... d'autres noms, j'ai mal capturé ça, mais Massey qui annonce que d'autres noms seront révélés, qui seront tirés des dossiers Epstein. C'est-à-dire que le fait de démissionner, finalement, ça permet à Massey, ça lui donne toute sa liberté d'expression et avant de démissionner, il va révéler les noms au public. Il va révéler d'autres noms dans le dossier Epstein au public. Ouais. Donc, et c'est la même chose avec Tulsi Gabbard, même chose, Tulsi Gabbard qui démissionne et qui va rendre public prévoit de révéler plusieurs trucs plusieurs informations, notamment sur le vol de l'élection 2020, avant de quitter ses fonctions. C'est la même chose, vous voyez, donc il y a comme une espèce de pattern entre les deux. Même chose avec Marjorie Taylor Greene, même chose avec Tucker Carlson, ils iront avec Trump et ils iront avec Trump et obtient sa liberté d'expression. Ça lui permet de critiquer Israël, etc. Même chose avec Marjorie Taylor Greene. Et là, Massey, c'est la même chose. Il quitte et il va révéler finalement les noms de certaines personnes impliquées dans le dossier Epstein, probablement des clients. Et là, qu'est-ce que ça fait? Finalement, ça arrange Trump, ça, parce que Trump, les noms sont révélés et Trump a les mains propres. C'est-à-dire, on est en train, encore une fois, de briser ou de révéler l'emprise, je ne sais pas si s'il va avoir un lien avec Israël, là, mais Massey, c'est un peu ça son truc. C'est pour ça que l'AIPAC a investi pour le battre. Et j'ai l'impression qu'il va peut-être se venger, mais finalement, c'est ça. C'est-à-dire que
officiellement, Trump qui, lui, maintient ses relations pour opérer la paix au Moyen-Orient, souhaite quand même, je veux dire souhaite, là, voit en fait, pas se réjouit, mais voit que Massey, finalement, fait son jeu, le jeu d'America First, hein, parce que Trump voulait révéler de toute façon les noms. Il l'a dit, je vais révéler les noms, etc., mais il l'a dit en campagne, et puis et là, finalement, c'est Massey qui le fait, et Trump a les mains propres, c'est ça que je veux dire. Donc, et encore une fois, même chose avec... c'est des choses qu'ils ne peuvent pas... Pourquoi ne l'a-t-il pas fait alors qu'il était en fonction? Vous voyez, c'est des choses que tu ne peux pas faire pendant que tu es en fonction, membre du Parti républicain, etc. Pourquoi Massey ne l'a pas fait alors qu'il était en fonction? Mais parce que ça endommage MAGA, ça endommage la position de Donald Trump. Même chose avec Marjorie Taylor Greene, ça endommage la position de Donald Trump. Même chose avec Tulsi Gabbard. Là, si tu le fais alors que tu es en fonction, ça endommage la position peut-être de Trump parce que ça va avoir l'air d'une commande ou d'une vengeance politique. Mais si tu le fais avant de quitter, ça passe beaucoup mieux. Il aurait pu le faire, Massey aurait pu le faire. Ce qu'il va faire, le révéler les noms juste avant de quitter, il aurait pu le faire il y a 2 mois. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi c'est avant de quitter? C'est parce qu'il comprend qu'il y a un protocole et qu'il y a une façon de faire, et puis que quand tu es à l'intérieur du parti, puis que tu es un représentant élu, etc., il y a un décorum à garder, et puis que ça affaiblit la position du président avec certains alliés, mais tu le fais en quittant. Tu as perdu, et donc tu le fais en quittant. Okay? Il ne l'aurait probablement pas fait s'il avait gagné, parce qu'il aurait dû maintenir, encore une fois, sa position protocolaire. Et donc, il y a un protocole politique versus liberté d'expression. Il y a différents niveaux de langage. Et c'est la même chose, par exemple, avec Mike Flynn. Mike Flynn, qui a... je l'avais expliqué la dernière fois, encore une fois, là, je montre l'ensemble du pattern. Là. Mike Flynn, qui avait démissionné de son poste de National Security Advisor, ce qui lui a permis de témoigner dans les affaires, de révéler des informations sur Barack Obama, des trucs top secrets, dans l'enquête Uber et dans l'enquête Mueller. Ces informations-là ont été consignées, documentées, etc. Il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas été accusé. Donc, il faut que tu te fasses accuser pour être relevé du secret d'État, pour pouvoir te défendre, là. Et donc, pour être accusé, il faut que faut que tu démissionnes. Donc, tu t'arranges pour te faire attaquer, tu démissionnes, tu te fais accuser, tu démissionnes, puis là, tu as la liberté d'expression. C'est la même chose que Massey, que Marjorie Taylor Greene, que Tulsi Gabbard, que Tucker Carlson. Voyez-vous un peu le pattern, là? Donc, il y a le pattern ici, genre des gens qu'on retourne, qui travaillent en sous-main, etc. Puis il y a le pattern des gens qui obtiennent leur liberté d'expression en démissionnant. Mais tous ces gens-là font le jeu de Trump. C'est le même principe. Mike Flynn, qui est encore une fois un appui de Trump. Et s'il avait maintenu son poste de National Security Advisor, il n'aurait pas pu rendre public la vidéo qu'il a rendue publique le 17 avril dernier, que j'ai publié sur Telegram, qui implique Israël. C'est un avertissement à Israël. On voit des trucs de Eyes Wide Shut avec la peinture de Jeffrey Epstein, de Bill Clinton en robe bleue de Monica Lewinsky. C'est-à-dire, on sait tout ce que vous avez fait aux États-Unis. On sait ce que vous faites, Barack Obama dans le truc Eyes Wide Shut, l'assassinat de Charlie Kirk. Rappelez-vous, l'assassinat de Charlie Kirk, ça a été assassinat entre guillemets, là. Ça a été blâmé sur Israël. Le 11 septembre, encore une fois, on voit les drapeaux israéliens sur le 11 septembre, avec des trucs du 11 septembre. Donc, Flynn, qui officiellement, qui joue sur 2 niveaux, n'est-ce pas? Avec les dancing Israelis, là, les Israéliens qui dansaient, donc, en regardant le 11 septembre. Tout ça est bien connu. Il publie donc une vidéo de ça. Mais c'est ça. Donc, si Flynn avait gardé son travail de National Security Advisor, jamais il n'aurait pu avoir la liberté d'expression de faire ça. Et souvent, Flynn envoie des pointes comme ça parce qu'il a une liberté d'expression en tant que personne à l'extérieur de l'administration, et il peut pointer du doigt, faire un peu ça, c'est clairement comme du Tucker Carlson, là, ce qu'il fait là. Ouais. C'est du Massey, etc. Il peut le faire parce qu'il est à l'extérieur de l'administration. Si Trump le nomme, par exemple, à titre de remplaçant de Tulsi Gabbard, peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il le fera pas. Il le fera peut-être pas. Ça serait bien, mais il le fera peut-être pas. Tout d'un coup, Flynn va devoir
adopter un discours protocolaire, c'est-à-dire être beaucoup moins direct dans ses... Rappelez-vous aussi RFK. RFK, il y a un discours de RFK alors qu'il était avocat à l'extérieur du gouvernement. Et quand tu deviens ministre de la Santé des États-Unis, là, il y a certaines choses que tu ne peux plus dire. Et pour arriver à dire certaines choses, il faut que tu, en premier lieu, que tu démontres, tu sais, avec des études, il faut tout que tu refasses le travail. C'est-à-dire que maintenant, tu dois tenir compte de l'industrie pharmaceutique, de leurs arguments, etc. Comprenez-vous les niveaux de langage? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension là-dessus, là, sur X. Là. Il disait telle chose avant, et regarde maintenant, il dit le contraire, etc. Ce sont des niveaux de langage. Quand tu fais partie d'une administration, tu ne peux pas dire les mêmes choses, tu n'as pas la même liberté de l'expression que quand tu es un agent libre sur X, etc., un commentateur. Si moi j'ai une liberté d'expression totale, et si tout d'un coup, je devenais comme conseiller de quelqu'un, un ministre ou whatever, ben tout d'un coup, là, tu dis « Oh, Alexis, tu as changé. » Oui, il faut faire attention. Tu sais. Et il y a aussi une différence dans si tu as juste un compte anonyme sur X, tu as encore une fois beaucoup plus de liberté d'expression que si tu as, une chaîne comme Radio-Québec et tu as... t'es à visage découvert, c'est-à-dire il y a une question de responsabilité. Et avant d'affirmer certaines choses, il faut que je puisse les prouver. Alors que quand tu es un compte anonyme, tu peux juste comme publier de la merde, mais pas de la merde, mais tu peux publier comme... C'est moins sérieux. Plus on... En tout cas, c'est ce que je voulais transmettre. Vous comprenez, je pense, l'idée générale, là, c'est-à-dire une question de sérieux et de vérification des faits plus soutenue quand tu as un compte à visage découvert, une grosse chaîne à visage découvert. Et donc, on remercie, allons-y avant la fin, là, on remercie ceux qui font des contributions au Web Journal de Radio-Québec, ceux qui nous permettent de continuer ce travail-là. C'est ça, on a besoin de votre soutien continu à travers le mois de juin, juillet, etc. On espère pouvoir se rendre jusqu'à l'élection. Hein, il y a des hauts et des bas, et donc ne nous oubliez pas. On a besoin de vous pour continuer. Je pense que c'est plus que de l'information, c'est de l'éducation populaire. Et évidemment, contrairement à beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias alternatifs, on est gratuit. C'est à la volonté des gens. On laisse ça au bon jugement des gens, et les gens qui peuvent pas... Il y a des gens, j'ai vu des commentaires qui disent ça fait 6 ans, 7 ans qu'on l'écoute, on n'a jamais rien contribué. Moi, les gens nous attaquent là-dessus. Là. Et donc, c'est du socio-financement éthique. Il y a différentes façons de nous aider, vous le savez. Voilà. Donc, tout ça pour dire, ça, c'est le concept de la main invisible. OK? Donc, regardez comment il a opéré avec Ben Salman, avec Carney. Regardez comment il a opéré avec Tony Blair, qui change son discours. Quand la CIA contrôlait Blair, dans les années 2000, Blair est entré en Irak. Blair a fait le truc climatique. Blair était comme pour l'immigration. Puis là, tout d'un coup, c'est Trump. Blair, c'est un agent de la CIA. Et donc, mais en fait, on le suppose. Je n'ai pas de preuve absolue, là. Mais en tout cas, il fait tout d'un coup, il est du bord de Trump. Et comme le dit Promethean Action, tout d'un coup, il sonne comme du Trump. Tout d'un coup, il sonne comme du Trump. Même chose pour BlackRock, qui change son fusil d'épaule sur plusieurs sujets, et, etc., etc. OK? Voilà, donc, différents niveaux de langage. Et il faut comprendre pourquoi certains politiciens changent de ton des fois, et comment Trump opère selon le principe de la main invisible. Ça ne peut fonctionner que si ce n'est pas éventé. Mais à Radio-Québec, on fait de l'analyse, et donc on monte quand même. Voilà, donc on va terminer avec ça ici, 45, c'est quand même... j'ai vu beaucoup de personnes qui se réjouissent de la défaite de Trump en Iran. Et encore une fois, c'est... je vais vous expliquer comment il fonctionne. Hein. Donc, partout, on dit Trump capitule, etc. Guerre en Iran, Trump capitule. Alors que, c'est ça, même Stéphane Bureau demande ici, Trump est-il devenu le meilleur ami du régime iranien? Et Trump, cette semaine, je pense que c'est vendredi, qui disait, le 25 mai, c'est pas vendredi, c'est plutôt cette semaine, qui disait qu'un accord était sur le point d'être signé. L'Iran dit toujours non, 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 mais en fait, on s'en va vers un accord. Négociation avec la République islamique d'Iran progresse bien. Ce sera un accord
avantageux pour tous. Et c'est ce que j'ai expliqué depuis le début. Donc, ça sera un accord avantageux pour tous. Tout le monde va sortir de ce, entre guillemets, conflit la tête haute. Ça va être un accord gagnant-gagnant. Et encore une fois, mais il y a des gens qui travaillent très, 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 très fort à nous convaincre que c'est un fiasco, une catastrophe, etc., etc. Et là, je vais vous expliquer la seule façon d'arriver à la conclusion que c'était une catastrophe, etc., etc. Ces gens-là, premièrement, la totalité de ces gens-là qui disent que c'est une catastrophe, nous annonçaient la Troisième Guerre mondiale, elle n'a jamais eu lieu, nous annonçaient des troupes au sol et ça ne s'est jamais produit, nous annonçaient un changement de régime qui ne s'est jamais produit. Et là, c'est dans une espèce d'ultime opération acrobatique, reviennent en disant que Trump s'est planté, etc. Or, nous, on annonçait justement qu'il n'allait pas avoir de Troisième Guerre mondiale, pas de changement de régime, pas de troupes au sol, et c'est exactement ce qui s'est passé. Puis on dit que ça va être un accord gagnant-gagnant. Alors, encore une fois, c'est comme avec Carney, tu vois, c'est que ils sont obligés de rétro-pédaler a posteriori, alors que nous autres, on ne change rien de nos positions, comme avec Carney, on ne change rien de nos positions. Notre analyse est juste dès le départ, et elle se déroule comme on l'explique par la suite, c'est-à-dire on a l'air ridicule au début et finalement les événements nous donnent raison. La seule façon pour eux d'arriver à dire que c'est une catastrophe, c'est, entre autres, j'ai écouté un peu les arguments à gauche et à droite, là, c'est d'inventer une intention de changement de régime. C'est-à-dire qu'ils nous annonçaient la Troisième Guerre mondiale et donc, ils disent, dès le départ, Trump voulait un changement de régime et ça ne s'est pas produit. Et donc, il a dû capituler sans voir l'ensemble de ce qu'il a réussi à faire en notamment vendant son pétrole, réorganisant les lignes de ravitaillement énergétique du détroit d'Ormuz vers les États-Unis, permettre le désengagement de l'OTAN parce que l'OTAN n'a pas aidé, etc. Ils n'ont aucune vision synoptique de ce conflit-là. Donc, ils sont collés sur l'actualité. Et tout ça découle du fait qu'ils ont inventé littéralement un contrôle d'Israël sur Donald Trump. Et on a démonté ça dans plusieurs webjournaux, notamment il y a à peu près un mois, La Colombe de Tel Aviv, et aussi lors du début des opérations, un webjournal qui s'appelait Le Divorce. Donc, qui montrait que les États-Unis et Israël n'avaient pas du tout les mêmes intérêts. Et La Colombe de Tel Aviv, on a détruit complètement cette idée-là que Epstein contrôlait Donald Trump. On a point par point, les États-Unis retirent leurs troupes de la région depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Et donc, en disant que Trump a un contrôle, qu'Israël a un contrôle sur Trump, ces gens-là n'ont aucune vision synoptique. Vous comprenez? Ils n'ont pas de vision d'ensemble sur 10 ans de qu'est-ce qui se passe, ni du timing, ni de cui bono. Donc, à qui profite le crime? C'est aux États-Unis, c'est-à-dire... c'est le programme d'America First. Il retire partout là, des avions. Encore une fois, c'est à la télévision française. Ils retirent des avions d'Allemagne, de Pologne. Ils ramènent leurs avions, ils ramènent leurs troupes. Ils ferment les bases au Moyen-Orient. Donc, l'Iran qui n'a attaqué que les bases que les États-Unis voulaient fermer. Et donc, ils n'ont pas de vision synoptique. Ils n'ont pas de conception de timing ni de cui bono. Et donc, ils doivent inventer un contrôle d'Israël sur Donald Trump. Et puis là, après ça, quand Israël ou des personnes liées à Israël disent « nous n'avons pas atteint nos objectifs », ils disent « les États-Unis se sont plantés ». Non, ce n'est pas les États-Unis qui se sont plantés, c'est Israël qui n'a pas atteint ses objectifs, qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Les Israéliens voulaient peut-être un changement de régime. Les États-Unis, ça n'a jamais été mentionné dans aucun des communications du département d'État ou du Pentagone, le changement de régime. C'était affaiblir l'Iran, détruire la marine, etc., détruire les sites de lancement de missiles, etc. Il n'y a jamais eu d'affirmation de changement de régime. OK? Donc, d'une part, oui, Israël n'a pas atteint son objectif de changement de régime en Iran, mais ça, ce n'est pas les États-Unis. Trump ne s'est pas planté en Iran, c'est Israël qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait, et ça n'a jamais été l'objectif de Trump de faire un changement de régime. Et donc, c'est ça. Pour arriver à la catastrophe, Trump capitule, etc., c'est que Trump est contrôlé par Israël, Trump voulait un changement de régime, et donc, finalement, il n'y a pas eu de changement de régime, et donc,
il conclut à la défaite. Et donc, ce sont des erreurs d'analyse sur erreurs d'analyse. Ce sont des couches d'erreurs d'analyse qui proviennent du fait qu'ils pensent que Israël contrôle la politique américaine. Ils ne comprennent pas du tout America First et n'ont pas de vision synoptique que Trump retire les troupes depuis un certain temps. Il veut se désengager de la région et notamment, ce que j'explique depuis le début, il veut se désengager de la région. Pour se désengager de la région, il doit y avoir la paix, notamment entre tous les pays de la région. Et c'est ce qu'il explique dans son tweet ici. Il est en communication avec tous les pays de la région. C'est la raison pour laquelle il a créé le Board of Peace. Je ne l'ai pas ici, le Board of Peace. Il a créé le Board of Peace sur lequel siège Tony Blair. Parce que c'est ça, c'est quelqu'un qui veut faire la paix. Donc, ce n'est pas quelqu'un de belliqueux, ce n'est pas quelqu'un qui veut un changement de régime. Et aussi, quand on regarde en termes de vision synoptique, j'explique depuis 8 ans que Trump traite l'Iran de façon très, très, très respectueuse. Je l'ai expliqué dans plusieurs webjournaux. Il a donné la liste des agents de la CIA, ce qui semble être le don de la liste des agents de la CIA en Iran. Il y a eu comme 17 agents de la CIA qui ont été arrêtés, etc. Il a refusé d'attaquer l'Iran. Il y a eu plusieurs casus belli, le drone américain, le pétrolier qui a été attaqué, etc. La raffinerie en 2019, Trump n'a jamais attaqué l'Iran. Il y avait plein d'occasions de le faire. Il connaissait très bien l'engrenage. J'ai expliqué tout ça avec The Guns of August, JFK, la baie des cochons. On a tout fait ça. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la vision synoptique. Donc Trump a toujours traité l'Iran de façon respectueuse. N'a jamais voulu la guerre, n'a jamais voulu rentrer dans l'engrenage. Le conflit qui était là a été un conflit convenu d'avance avec l'Iran, une perte de matériel militaire, etc., destruction de certains sites, blablabla. Et l'objectif de Trump, c'est la stabilisation de la région. Vous pouvez comprendre, si vous voulez comprendre la politique de Trump, bien, écoutez son discours de Riyad, ce que très peu de dissidents français ont fait. Tout est nommé là-dedans dans le discours de Riyad. Il explique sa vision pour la politique du Moyen-Orient, pour la région au complet. Et donc, il implique tous les leaders arabes dans les négociations et les États-Unis vont pouvoir quitter en grande partie la région, peut-être garder une base de logistique ou deux et se concentrer sur l'hémisphère occidental. Tout en ayant réorganisé les routes d'alimentation en pétrole, c'est-à-dire du détroit d'Ormuz, plutôt vers le golfe des États-Unis, l'ancien golfe du Mexique. Là. Donc, comme je l'expliquais, ils ont fait le Venezuela en premier, et après ça, gorgé de pétrole, ils ont fermé le détroit d'Ormuz, ils ont commencé à vendre, mais c'est une défaite, vous comprenez? Et donc, encore une fois, c'est ça. À Radio-Québec, on n'a pas besoin de rétro-pédaler, contrairement à tous ceux qui annonçaient la Troisième Guerre mondiale, qui annonçaient que Carney allait foutre une volée à Trump, etc. C'est parce que on situe notre analyse dans vision synoptique, timing et cui bono. Et ceux qui sont sans vision synoptique, timing et cui bono font des erreurs d'analyse comme, c'est ça ici, inventer un contrôle d'Israël sur Donald Trump, inventer une volonté de changement de régime, puis après ça, ils concluent eux-mêmes. Donc, ils inventent eux-mêmes les critères pour la victoire. Pour que Trump gagne, il faut un changement de régime. Et là, il n'y a pas eu de changement de régime et donc il a perdu. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Ils inventent eux-mêmes leurs critères. Là. C'est comme des gens qui sont comme presque comme des psychotiques, là, comme, comment je pourrais dire, dans Russell Crowe, dans A Beautiful Mind, là, Russell Nash. Ils ont des amis imaginaires, là. Ils s'inventent des trucs, une volonté de changement de régime qui n'a jamais existé. Pour conclure, ils inventent ça, un contrôle d'Israël, pour conclure à l'échec. Parce que ça leur permet de faire oublier qu'ils ont annoncé la Troisième Guerre mondiale, les troupes au sol, etc. Et ça ne s'est jamais passé. Alors, la seule analyse qui a tenu la route, c'est l'analyse de Radio-Québec. Voilà. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Un web journal peut-être un petit peu plus court. On va remercier ceux qui ont fait une contribution au web journal de Radio-Québec. Ça nous aide énormément. Le soutien continu est nécessaire. Une fois... on a on a acheté du matériel, etc., mais il y a comme les opérations qui continuent et donc on suggère de continuer à nous soutenir par la poste et différentes façons de le faire, par PayPal, par transfert Interac, sur le site Internet aussi, par carte, etc. Il y a juste les chèques en euros. Il y a des gens qui nous envoient des chèques canadiens là, à mon nom personnel. C'est compliqué. Il faut que ce soit au nom de la compagnie. Il faut que ça rentre dans la comptabilité de la compagnie. Donc, c'est Radio-Québec. Les chèques personnels, c'est juste en euros. C'est juste les chèques en euros.
sur lesquels on peut mettre le nom personnel parce que le compte en euros, ma banque n'a pas de compte entreprise en euros. Donc, j'ai ouvert un compte personnel en euros, puis on transfère tout dans le compte entreprise. Mais sinon, c'est les noms. Radio-Québec, c'est en euros, Alexis Cossette-Trudel. Voilà. Donc, on remercie ceux qui le font. Je peux pas... Il y a des gens qui m'ont dit on t'a envoyé plusieurs contributions, tu nous as jamais remerciés, etc. Je peux remercier certaines personnes. On peut remercier une partie des gens. Il y a peut-être comme un 30% de gens qu'on va être capable d'atteindre, de rejoindre, de remercier, etc. On ne peut pas toujours le faire et donc on est désolé. Je suis désolé si je ne suis pas toujours... à remercier les gens. Je le fais en ondes, mais c'est ça. Je vais peut-être essayer de m'améliorer, le faire plus là, dans les mois qui viennent. Mais c'est ça, encore une fois, je suis désolé. Il y a peut-être un 30% qu'on est capable de rejoindre. Puis après ça, sinon, ça nous prend une grosse partie de la journée, de la semaine. Et donc, je suis mal à l'aise, mais je suis désolé. Et on a aussi, la semaine prochaine, notre ami Gilles Belrose qui fait son spectacle, Je m'égare Band. Donc, vous pouvez trouver les billets au gamesandroses.com. Les billets pour son spectacle sur gamesandroses.com. C'est lui qui fait notre bye-bye, le bye ciao. Voilà. Donc, est-ce qu'on avait autre chose? Non, ça va être un web journal plus court cette fois-ci. En fait, c'est une journée spéciale aujourd'hui. C'est pour ça que c'est plus compact comme web journal. Mais tout ça pour dire, en fait, une dernière fois, là, c'est ça que, encore une fois, rappelez-vous les points essentiels de ce que j'explique sur Carney. Carney a été essentiellement mis en place par Trump sous des apparences de rigidité idéologique face aux États-Unis de Donald Trump. Il manœuvre le Canada dans un coin, accepte en coulisses tous les trucs sur les changements climatiques, sur l'intégration par la défense, sur la réduction de l'immigration, etc. Mais il y a un discours très, très, très belliqueux, ce qui rassure ses troupes d'une certaine façon, mais qui place aussi le Canada dans une position difficile économiquement, je veux dire, pour les négociations, de la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Et là, tout d'un coup, ça fait volte-face et propose un nouveau partenariat avec les États-Unis, ce qui a toujours été un partenariat beaucoup plus en profondeur que juste une renégociation de l'ALENA. Ce qui a, selon moi, toujours été l'objectif final, mais ce n'est pas le 51e État. Et il opère exactement cette volte-face-là. Ce n'est pas une volte-face, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce que tout le monde a dit sur Internet. Ce n'est pas une volte-face, ça a toujours été. C'est juste que ça devient de plus en plus clair. Et c'est comme Tony Blair, ce n'est pas une volte-face, c'est une certaine... Selon les apparences, c'est une volte-face, mais si on comprend le principe de la main invisible, on comprend que c'est pas nécessairement une volte-face, etc. Et il y a aussi la question des différents niveaux de langage, c'est-à-dire que quand tu es une personne en fonction avec un poste officiel ou quand tu as une tribune, un micro très, très, très... Tu peux pas dire exactement tout ce que tu pourrais dire si tu étais anonyme ou un simple citoyen. On prend l'exemple de Mike Flynn, de Thomas Massie, de Tulsi Gabbard, etc., qui révèlent les informations alors qu'elles quittent. Voilà, c'est comme un peu un jeu d'Othello, on l'avait dit, là, on peut retourner les personnes et puis... Voilà, donc une guerre subtile de perception. Ça se fait de façon subtile. Hein. C'est pour ça que c'est peut-être difficile à comprendre, parce que ça demande une certaine acuité politique à comprendre. Mais c'est ce qui fait le succès de Donald Trump. C'est-à-dire, on annonce toujours qu'il est en train de perdre et il gagne finalement, parce que ça se fait de façon très, très, très subtile. Voilà. Alors, si on comprend les principes, on comprend... Comme le disait Anthony Robbins la dernière fois, quand on comprend les modèles, la peur s'évanouit. Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Alors, on se donne rendez-vous... On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Allez, salut la gang.